Alright. Mon gars, je t'aurais montré pourquoi on m'appelle Spicy. Putain, ça, on va le laisser au montage. Comment se J'aurais- faire cancel. Je t'aurais tué sur les réseaux. Ok. On va laisser passer ça. Ah, c'est une dingue, qu'est-ce qu'il a dit? On l'entend, je regarderai la vidéo. Ok, Si jamais tu fais un bruit ou quoi, tu. Voilà, tu vois, genre ça là. J'ai vu maintenant là. Voilà. Genre quand tu fais ça, mets-le dans ta main, ton micro, tu vois. Ok, bon bah salut à tous, on est de retour. Je crois c'est l'épisode 4, tout confondu depuis qu'on a commencé les podcasts. Je vais vous le représenter pour ceux qui nous découvrent ici. Donc aujourd'hui on est avec Baptiste Cheval, jeune boxeur français, amateur, élite, qui est venu s'installer maintenant. Ça fait quoi? Ça va faire 9 mois à peu près. Okay, Après j'ai fait les allers-retours en France. 9 mois qu'il est à New York, il est venu, il a vu la vaincue, il a déjà 2 ceintures de New York, les New York Metro, la SBC. C'est quoi ton palmarès en France déjà? Palmarès en France, j'ai fait 3 tournois internationaux. Enfin, j'ai gagné 3 tournois internationaux. 2 fois demi-finaliste des championnats de France, 5 fois champion de Normandie. Ok, cool. J'avais déjà un bon palmarès avant de venir quand même. Mais... Donc voilà, il sait de quoi il parle, il est dans la boxe depuis qu'il est petit et voilà. Ensuite on a Spicy Martinez, Bastien. Bastien c'est pareil, bon lui ça fait un peu plus longtemps que tu es là, ça fait 2 ans que tu es là. Un peu plus de 2 ans même, hein. Ok. 2 ans et quelques mois. Ouais. Voilà, ça fait 2 ans et quelques, pareil, boxeur amateur élite, une cinquantaine de combats. Plus 45, ouais. Ouais, champion de New York, semi-finaliste 2 fois. En fait, tu as Non, fait finaliste, champion ouais. et finaliste. Ouais, tout le temps finaliste à Ok. chaque tournoi. Ouais. Et là, vous êtes pour les Golden Gloves. Donc voilà, Bastien Martinez, boxeur amateur élite. Et moi, vous me connaissez, c'est Fred Julan, boxeur pro. Je suis venu ici il y a 12 ans et j'ai créé, développé Boxing Culture pour aider les jeunes boxeurs comme eux à vivre de la boxe et à faire les bons choix de carrière, etc. Aujourd'hui, donc comme je vous expliquais, on va parler un peu de l'entraînement en compétition, la différence entre s'entraîner intelligemment et s'entraîner dur. Et avant tout ça, déjà, on va faire un point sur votre actu, savoir où vous en êtes. Là, c'était le premier tour des Golden Gloves. Bastien, toi, c'était quand ton dernier combat? Le 8 novembre. Le 8 novembre de l'année. Attends, 2024. Ouais. c'était. Ok. Il y a 2 mois et La demi. finale Quoi. des métros. Attends, non, c'était il y a 3 mois, je suis un ouf. Ok. Moi, j'ai vu un nouveau Bastien. Bon, déjà, il y a le fait que tu sois monté de catégorie, mais il y a eu autre chose aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été différent cette fois-ci? Tu parles comment ça, sur le ring ou... Sur le ring, il y a eu un truc. Quand je te voyais, l'énergie que tu dégages, ton aura a été différente. Déjà, forcément, le poids, Ouais. le fait de manger, en fait, ça te met dans un meilleur mood, on va dire. Et je pense que ce qui m'a énormément aidé, c'est, tu sais, comme je t'avais dit, maintenant, je suis suivi par un prépa mental, Benjamin. D'ailleurs, si tu pourras mettre son Insta ou quoi dans la vidéo, les gars, je vous encourage à aller le suivre. C'est un mec, il est grave sympa, grave disponible. Et je pense qu'il m'a vraiment aidé à aborder ce combat-là différemment, en fait. Et ça s'est ressenti. En fait, là, ça faisait vraiment super longtemps que je m'étais pas genre lâché sur le ring. Tu vois. Ouais, j'ai vu les petits jeux de jambes Ouais, à j'étais genre, l'ancienne et en tout. fait, c'était mon ring, tu vois. C'est J'étais ça. pas, je sais pas, je me sentais super bien et j'avais une grosse appréhension contrairement à d'habitude, justement, parce que premier combat dans ma nouvelle catégorie, je prends le numéro 1. Mec, je vois quand on fait l'entre-deux juste avant le combat, je me dis, mais putain, impossible qu'il fait mon poids, ce mec. Il était balèze, Ouais. il était balèze, il était grand, il était large, tout ça et tout. Et genre, Mais peut-être que tu te vois pas aussi. ouais, en fait, c'est crois ça que t'es aussi. pas conscient de Ouais, toi. ouais. Ouais, mais on a tous vu quand même une différence. Quand on était là, on s'est dit putain, là, on voit que t'es dans une autre catégorie. Ouais, ouais. Le gars en face, il était galbé. Ouais, mais Bastien aussi, je le trouvais. Il était bien, tu bien vois. sûr. Mm. Mais on voit qu'il est récent dans cette catégorie-là, que t'as pas encore. Ouais. Tu vois. Mais là, dans quelques mois, quand tu vas être vraiment. Pour moi, déjà, là, il est bien. Non, mais bien sûr. Mais Par en rapport à comme on l'a connu avant, Il c'est y clair a que. un truc qui m'a mis énormément en confiance. C'est bon, par exemple, avec mon prépa mental, tu vois, on fait énormément de visualisation et tout et tout.
Et genre moi, enfin je pense que vous me connaissez, mais tu sais, je suis très attentiste à chaque détail et tout. Donc dans la visualisation, c'était vraiment genre poussé à chaque détail. Donc je voyais qu'on mettait les gants, c'était du 12 machin, genre je voyais toutes les inscriptions partout, les gens qui étaient là et tout et tout. Et là, je vais à la table pour prendre les gants et je vois c'est du 10. Et là, je dis à mon coach, mais c'est 12 normalement. Et en fait, ils ont changé la règle. Avant, au-dessus de 139 pounds, c'était du 12 et maintenant c'est du 10. Et en fait, c'est à partir de 154 que c'est du 12. Ok. Et en fait, là, c'est là que j'ai vu que j'étais en confiance. Au lieu de penser, genre, oh putain, ça va être chaud, Tu t'es dit nice. je me suis dit, putain, il est dans la merde. Ouais. Tu vois, genre, j'ai pensé à ce que moi, j'allais lui faire à lui, plutôt à ce que lui, il pourrait me faire à moi avec des gants de 10, tu vois. Et en fait, c'est un petit déclic qui m'a fait, en vrai, ouais, là, genre, Là, t'es je prêt. suis bien, genre, Mentalement, je suis en physiquement, confiance, tu vois, ouais. T'es dedans. Moi, j'ai vu un Bastien totalement différent sur tous les aspects. Quand je suis arrivé, que j'ai vu tes petites joues là, tu vois, en fait, avant, il se tuait. On en parlait dans le dernier podcast. Avant, il se tuait sur le régime, il me faisait de la peine. Tu vois, sa pomme, ses graines là, je disais, putain, c'est pas possible. Là, on sent que t'as ton énergie, t'es arrivé. Un moment, il y a eu 2-3 ajustements, tu t'es tout de suite adapté, tu as fait une masterclass. Moi, pour moi, c'était une masterclass. C'est-à-dire qu'on a senti au moment, tu as eu la dalle. Tu sais, quand il est venu te voir dans le coin, qui t'a dit, ouais, premier round, tu Ouais, que je perdais le bim, t'es arrivé round de 1. là, mais ce qu'on a vu, c'était incroyable. Tes déplacements, tes pas de retrait, tes décalages, tout en restant à ta distance, il y avait on a senti la dalle. On a senti la dalle, tout le monde l'a vu dans la salle. Tu vois. Est-ce que je pense dans l'autre catégorie, tu avais perdu un peu parce que ça impacte forcément tes performances, tu t'as mangé, en termes hormonal, en termes de même, mental. Je prenais même plus de plaisir en fait. Là, tu vois, je prends du plaisir à boxer. Ouais, mais je l'ai ressenti, tu vois, on l'a ressenti tous. Dans comment t'étais à l'appartement, on rigolait. Ouais, des barres. Ouais, mais toi qui s'entraîne avec lui, c'est sûr, t'as dû voir la différence même à l'entraînement. Ouais. Non, franchement, les mecs, ils les a tapés. Tous les mecs, les Mikey, qui venaient, etc. Et puis il me le disait après, il disait putain, je me sentais trop bien, je lui ai fait mal et tout. Et ça bougeait pas sur le ring, c'était strong. En fait, t'as trouvé, ça y est, ton truc, quoi. T'as trouvé ton truc. Mais tu vois, c'est un truc qui me stressait parce que, bien sûr. Mec, monter de 5 kilos en sachant que j'avais déjà pris un KO et tout avant, donc c'est un truc que t'oublies pas, mine de rien, parce que tu te dis, tu sais, t'es pas invincible et tu peux te faire coucher en fait. Et du coup, là, tu montes de 5 kilos, tu dis que ça va taper encore plus. Mec, il faut avoir les couilles, tu vois. Là, on a clairement la définition même de la persévérance, parce que je t'ai vu dans des états, moi, qui m'ont vraiment touché, etc. Quand tu avais perdu la dernière fois, quand tu étais tout maigre avec ton truc, tu es resté focus, le travail acharné, tu as fait les ajustements qui ont fait la diff. Tu as décidé de t'ajuster, tu as persévéré, et derrière, c'est la récompense. Tu prends le numéro 1 dans une nouvelle catégorie. Tu le mets KO. Parce que ça, on l'a pas dit dans la vidéo, mais il a gagné par KO au deuxième round. C'était le KO, il a tourné partout, il est viral. Allez regarder sur son Instagram. Là. Et puis, il y a la vidéo qui va sortir aussi. YouTube, ouais. N'oubliez pas fort. Voilà. Okay. Donc voilà, juste pour dire, masterclass, il faut qu'on continue là-dedans, on est sur une bonne lancée, je suis content. Mais, non, c'est bien. Ok, maintenant on va venir à toi, Baptiste. Toi, pareil, tu as combattu pour la finale. C'était quand la finale des. Pareil, c'était au Classic Car Club. Classic Car Club, je me rappelle, masterclass aussi. On va pas parler des petits secrets de ce qui se passait en coulisses. Mais là, tu avais une petite appréhension par rapport au manque de sparring. Totalement. Et au final, le mec, tu l'as tartiné comme comme si tu étais à la maison. En vrai, franchement, il y avait de l'opposition en face, mais je pense que c'était pas un des plus durs de ta KT. Comment tu t'es senti avant le combat? Dis-nous comment tu t'es ressenti et tout. Alors en fait, j'avais cette appréhension c'est vrai, on n'a pas fait beaucoup de sparring, pas de sparring dur, on en a fait un seul. J'ai eu des petits ex, 2 rounds de 2 4 rounds. C'est vrai, 2 rounds de 4 minutes. Bon, j'avais. Donc du coup, forcément, ça ne met pas en confiance. Donc il y avait un petit peu ce truc-là. Après, ce gars-là, je l'avais déjà boxé. Ah, c'était le mec de quart de finale. Super loin là, ouais. Ah ouais. Je l'avais déjà boxé et je sais que j'étais rentré dans le crâne, je l'avais fait mal. J'ai failli le terminer, etc. Donc, j'avais pas trop de stress. Ok. Je savais qu'il pouvait être dangereux parce qu'il avait battu Matt, etc. Mais ce gars-là, c'était un mec qui monte ses mains d'habitude et qui. C'est un peu comme Fundora, là, tu vois. Ouais, qui colle alors qu'il est grand. Alors qu'il veut aller au corps à corps, quoi. Et je savais que
mon style, etc. Ouais, il allait distance. pas Mais de toute façon, on l'a vu à ce combat qu'il te craignait dès le début. Il se m'a rappelait cra- du Ok, du ok. mois d'avant. Je l'ai vraiment... Je pensais qu'il y avait un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, il me craignait parce que je l'avais vraiment fait des Ouais, dégâts ouais, au corps, il était traumatisé. Il est mal. Donc là, il est arrivé, après souvent, mais comme ça, il est dangereux, donc je me méfiais quand même, tu vois. Mais Ouais. j'ai vu des premiers rounds, il m'a pas inquiété, j'ai vu la crainte dans ses yeux, j'ai dit ok, c'est bon. Et j'aurais pu me libérer un peu plus tôt, c'est là où je suis un peu déçu, mais j'ai attendu que le troisième round pour vraiment lâcher les chevaux. Ouais. Mais bon, au moins je suis content, ça m'a permis de faire 3 rounds, de me dire ok, ça va, c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de sparring que j'ai Ouais, des c'est un bon repère. sensations, j'étais bien. Mm. Donc là, je suis pressé pour la suite. Là, le mec que je vais affronter sera déjà meilleur. Ouais, bah oui. Et puis après, ça va monter crescendo. De toute façon, c'est les Golden Gloves. Ah ouais. Ouais. Voilà. Bah d'ailleurs, bah tu vois, je vais rebondir sur ça pour expliquer un peu c'est quoi les Golden Gloves. Les Golden Gloves, c'est une des compétitions les plus anciennes des États-Unis en boxe, une des plus prestigieuses aussi. Ils l'ont renommé ici à New York les Ringmasters parce que manque de sponsors, ils ont changé le nom. Mais ça se passe dans tous les states, donc dans tout le pays américain, dans chaque État, ils ont leur compétition des Golden Gloves. Dans le New Jersey, je crois, ça s'appelle les Silver Gloves, et bref. Et quand tu gagnes ça, tu vas pour les National Golden Gloves, donc les nationaux. Ça t'ouvre les portes pour après être en équipe nationale, si tu gagnes ça, et faire ce qu'on appelle qualification olympique, etc. etc. Donc, à mon époque, c'était pas possible de faire les nationaux. Mais maintenant, ils ont changé et vous avez cette opportunité justement de passer cette prochaine étape qui vous ouvrirait des portes dans tout l'État, quoi, tu vois, dans tout le pays américain. Et une exposition sur ce qu'on appelle le milieu de la boxe, parce que c'est aux États-Unis, les managers, les promoteurs, et tout. Si vous vous débrouillez bien, il y a du lourd qui peut se passer derrière. Et donc voilà, tu vois, les Golden Gloves, c'est super important. Donc là, vous êtes en plein dedans et justement, on va rebondir sur le sujet de l'entraînement et de l'overtraining. Comment s'entraîner en compétition? Comment vous vous entraînez en ce moment? Est-ce que vous avez des conseils justement à donner sur la gestion de l'entraînement, etc. pour les plus jeunes boxeurs qui sont... Parce qu'en France aussi, c'est les compétitions là. Et, je sais plus si c'était régionaux et tout. Mais voilà, qui c'est qui veut commencer avec... Moi, juste... moi non, mais juste avant de rebondir sur le sujet, pour pas oublier un truc qui est très important. Merci à tous les Français qui étaient là à notre combat. Et il y avait V'là les Français, c'était une dinguerie, franchement. Merci les gars, vous avez régalé. Ouais, de ça fou. fait vraiment plaisir. Genre, nous qui boxons à l'étranger comme ça, tout le public voulait qu'on se fasse éteindre. Et il y avait V'là les Français pour Baptiste, pour moi. Ça remet un peu de balance, tu vois. Bah ouais. Franchement, quand ils ont annoncé vos noms, j'étais choqué. Ouais. Genre, il y avait plus de bruit que pour les Américains. C'était lourd. C'était une dinguerie. Merci à tous les Français. Et en plus, on a vraiment très peu communiqué dessus parce qu'on a été avertis au dernier moment. Ouais, comme d'hab. Mais la prochaine fois, je pense que si on communique encore mieux dessus. Bah oui, c'est pour ça, je l'ai texté le jour même. Je dis, les gars, balancez un peu plus, 2-3 photos, trucs machin, parce que t'as vu, les gens ils suivent, ils viennent. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire la promo, le poids et en même temps, tu sais. Mais en tout cas, la prochaine fois, on le saura. On se prendra plus à l'avance en espérant que les organisations soient un peu mieux parce que là, c'était du grand n'importe quoi. Après, vous ne recevez pas les emails? Si, mais en fait, on les reçoit 5 jours à l'avance, c'est toujours comme ça. Le lundi. Et surtout que moi, je voulais être sûr, parce que comme au USA Métro, il m'avait fait des coups bizarres, être sûr que le tableau sorte. Parce que le tableau, il sort la veille. Tu vois, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, en fait. Mais en tout cas, ouais, ça fait grave la diff. Par exemple, tu vois, ce que tu m'as dit, il y a plein de mecs qui sont venus me voir en mode viens on parie 100 balles, mon mec il va éteindre ton mec, donc tu sais ça met une atmosphère qui est déjà pesante pour nous et là le fait qu'il y ait des Français ça apaise un peu et ça nous met dans une meilleure dynamique, et tu les vois, t'as envie de leur faire plaisir aussi. Grave. Tu vois, moi j'étais dans le but de les régaler quand je les ai vus, ils étaient fous. Je dis bon allez on va les régaler. T'as vu, c'est ouf. Donc ouais, merci. Bref, petite parenthèse. Voilà, c'est cool, elle est importante, Exactement. de remercier les fans, sans eux vous n'êtes pas là quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais, tu parles d'un truc, tu dis c'est difficile de faire le poids et aussi de faire les réseaux et tout, et j'ai eu cette discussion avec Jérémy tu le Real, et je lui expliquais, je lui disais, parce qu'il me disait comment ça se fait, ils communiquent pas, moi je pense qu'ils devraient communiquer un peu plus. Je dis ouais tu sais ils sont focus, et après je me suis dit mais en vrai les mecs, ça c'est de la préparation, parce que quand t'es pro, les mecs qui sont pros là, ils vont faire conférence, public, comment on appelle ça, média training. Ouais, mais ils sont drivés, tu sais, eux, en fait, ils ont leurs menaces, leurs agents, leurs machins, un truc, ils sont drivés. Ouais, mais ils sont quand même là devant les caméras, à faire les trucs, à se poser, interview, tu vois, ça fait partie du taf. Tu sais que moi, par exemple, quand je prépare mes trucs,
tu sais, je me dis, vas-y, faut que je filme, faut que je montre. Des fois, j'ai un peu la boule au ventre, pas la boule au ventre, mais je dis, putain, tu vois, t'es focus sur ton combat, t'es là. Bon, et j'arrive pas, des fois, à être vraiment dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Que les mecs, en passant un certain. Des mecs comme Paul Dena, ils arrivent très bien à le faire. Hein. Mais il a dit lui-même, il va falloir que je fasse un choix. Parce que c'est vrai que mentalement, c'est dur de faire les deux. Non, c'est clair. Il y a des community managers. Quoi. Mais c'est bien d'avoir le mec qui est derrière, qui drive. C'est compliqué pour l'instant, mais ça va venir. C'est vraiment l'objectif que j'avais depuis un petit moment, d'avoir le gars qui nous suit, le mec qui peut gérer un peu ça. Comme ça, nous, on est vraiment focus sur le combat. Parce que des fois, je me dis, putain, merde, j'ai pas filmé ça. Ah, parce qu'en vrai, la mission principale, c'est ça. C'est ça. C'est de bosser et de gagner. Ah oui, c'était sûr, ça. C'est un mec comme Baptiste qui allait faire ça. Ok, bon, bah, on revient sur le sujet. Alors, selon vous, d'où vient le phénomène où certains entraîneurs, bah, justement, ils poussent les boxeurs à la limite de l'épuisement? Alors, je pense que c'est un truc qui remonte à très longtemps, mais qui a été énormément influencé déjà par tout un tas de films. Quand tu vois Rocky, quand même, c'est vrai, tu vois, alors, en fait, on s'en rend pas compte, mais on est indirectement influencé par un tas de choses et on a directement ce rapport à la boxe. C'est un sport très dur, évidemment. Il faut s'entraîner comme un ouf. Et je sais pas, tu remarqueras, gros, la boxe, à quel point elle est mise en avant dans le sens où tu peux voir des pubs à la télé de parfums, par exemple. Tu peux voir des pubs de bijoux. Tu peux voir plein de trucs. Il y a souvent un rapport avec la boxe. Tu vois un boxeur, machin et tout. Donc c'est un truc qui est quand même mis en avant. C'est un sport qui est quand même... qui fascine. Voilà, très bon mot, qui fascine les gens et tout. Et du coup, je pense qu'il y a une... comment dire? Il y a la mentalité de no pain, no gain. En fait, une mentalité liée à ça où en fait, il faut s'entraîner comme un ouf. Et je pense qu'en fait, il y a aussi un truc vrai là-dedans, c'est que quand tu commences la boxe, il faut que tu fasses premièrement ton mental et deuxièmement ton physique, ton corps. Donc il faut... même au début ou quoi, que tu sois dans le surentraînement un peu. Parce qu'en fait, il faut que voilà, tu te construises. Et après, plus tu avances, plus tu affines et plus tu deviens intelligent dans l'entraînement. Tu vois. Et je pense qu'en fait, il y a des coachs qui ont compris ça, enfin qui ont compris la première partie, mais qui n'ont pas compris qu'après, au bout d'un moment, il faut affiner. Tu vois, et genre, il reste dans la première partie. Il reste dans le grosso modo. Casse la gueule, tu vois, et les mecs finissent détruits à 25 piges. Tu vois. Ouais. Soit détruits, soit dégoûtés. Ouais, ou mentalement détruits. Mentalement, oui, aussi. Moi, il y avait un truc, je me souviens, je crois que c'était toi, Fred. Il y a un stagiaire qui était venu et techniquement, il se débrouillait bien, il était bien, etc. Mais tu trouvais qu'il était un peu faible mentalement. Il a dit, bah écoute, on va les faire travailler le mental. Il y a des gens comme ça, tu comprends ce qu'il a traversé. Il y a des gens qui ont traversé des épreuves aussi, outre la boxe, tu vois, qui va permettre qu'ils aient un gros mental déjà. Et t'as pas besoin de mettre trop l'aspect dessus forcément à l'entraînement. Pour le chat des gars, des enfants à papa, maman, etc. Bah, il faut faut le travailler au corps. Et donc du coup, en fait, c'est le rôle du coach de trouver le juste milieu. Il y a des mecs, il va leur falloir effectivement faire des trucs de teubé, hein. Genre des sprints pendant des heures et des heures, des trucs. Pousser des voitures, soulever des wallballs de 50 kg. Il y a des gens pour qui ça marche et qui en ont besoin. Mais voilà, comme tu as dit, au bout d'un moment, on affine. Je veux dire, le gars, c'est bon, il a fait 30 combats, il sait ce que c'est que la guerre, il sait ce que c'est que la difficulté. Là, on va aller sur des trucs beaucoup plus spécifiques, tu vois, sur de la technique, sur des et sans forcément se griller, puisque tu te grilles. Des fois, tu fais des entraînements, selon les coachs. Tu te tues, Est-ce que je dis mon point de vue là-dessus? Ouais, je pense que c'est important parce que t'as d'expérience. Ouais. Je pense que non. Moi, parce que j'en parle quand même assez souvent, surtout avec les boxeurs qui viennent ici, tu vois. Et genre moi, les stages, tu vois, quand tu prends, quand tu vois la brochure et les stages, on a des schémas d'entraînement. Matin entraînement, après-midi entraînement, tout ça. La plupart des stagiaires, ils sont pas prêts pour ça. Alors s'entraîner 2 fois par jour, c'est très dur mentalement, physiquement. Surtout si tu as des lacunes techniques, en fait, tu vas pas être capable d'assimiler mes entraînements techniques. Si le soir, je te fais de la condition, le lendemain, on a sparring, on a study, donc mentalement, en fait, tu craques. Et en fait, c'est là qu'il faut faire la distinction, c'est que la boxe, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Et on se focus trop sur le physique. On est là, ouais, t'inquiète, le coach, il te fait faire un truc physique. Mais mentalement, la technique, c'est beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es là cramé physiquement, tu peux pas assimiler les nouvelles techniques. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a des boxeurs qui ont un talent quand ils sont bien reposés et tout, mais parce qu'ils sont overtrained, ils peuvent pas performer.
Ouais. Et ben là, tu vois, tu soulèves un point grave important. C'est qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai appris il y a quelques années. Il y a des fois où je me rendais compte que, bon, je pense comme la plupart des boxeurs, tu te sens pas bien, machin, tu t'entraînes pas et tu culpabilises comme un ouf. Et en fait, maintenant, enfin, ça fait longtemps, mais je culpabilise plus dans le sens où faut pas que tu oublies que si tu t'entraînes, c'est quand même que il faut que l'entraînement soit rentable. Genre, tu t'entraînes pas juste pour te dire ok, je me suis entraîné. Ça sert à rien. Il y a vraiment aucune plus-value à ça. Donc du coup, il faut que tu t'entraînes dans un but précis pour que tu peaufines certaines techniques, que tu apprennes d'autres et tout. Et du coup, bah, en fait, si t'es pas en état, c'est pas grave. Genre, on a tous des jours avec et des jours sans. Et ok, juste repose-toi et reviens mieux la fois d'après, tu vois. Regarde au début, moi, la première fois que je suis venu en stage là, avec Fred, j'étais là, 2 entraînements par jour, bah c'est stylé ça. Ah, mais parce que t'arrives à New York, à adrénaline, tu veux prouver. Exactement. Et en fait, je me souviens exactement comment ça s'est passé. C'est qu'on a commencé à intégrer les sparring durs. Alors, au début, c'était 2 entraînements par jour. Après, moi, j'étais fracassé. Donc, on a commencé à en faire plus qu'un. Puis après, c'était un entraînement. Le lendemain, c'était sparring. À la fin, c'était sparring, repos, sparring, repos, sparring, repos. Et mais après, ce qu'il faut qu'ils disent aussi, c'est le cadre dans lequel tu étais. Tu avais toujours de la famille, tu ne dormais pas bien. Tu là 3 mois, un camp d'entraînement de plus de 2 mois, c'est chaud. Et puis, c'était sparring, cops and kids, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte. Parce qu'on a ce truc-là de dire putain, faut que je me bouge, faut que je m'entraîne. Je suis pas soft. Mais je le voyais, moi. J'essayais de m'entraîner comme un bourrin. Je voulais faire à tout prix les 2 entraînements. Ça servait à rien. Mais moi, je l'ai vu en fait. J'ai dit, ça sert à rien en fait. Et en fait, des fois, les boxeurs, il faut les calmer. Parce qu'on a ce truc de l'ego. Ouais, mais non, mais mon temps, il est compté. Là, il faut que je capitalise au maximum mon temps. Capitaliser ton temps, ça veut pas dire s'entraîner comme un dératé. Ça veut dire s'entraîner, récupérer, assimiler. Tu vois, c'est ça en fait. Et puis à la fin, une fois que tu es serein avec ça, c'est bon, ça passe tout seul. Parce qu'au début, tu es là, tu culpabilises. Et puis après, t'as compris, tu as fait un sparring, c'est super bien passé, parce que la veille, t'avais rien fait, t'étais au repos. Grave. Mais en fait, tu dis, putain, c'est trop bien. Et ouais, on a ce truc de. Je me souviens d'un combat. Un combat où je faisais des fractionnés tous les jours. Mais genre, 2-3 semaines avant, on faisait des fractionnés tous les jours. Parce que moi, si je m'étais pas buté, que j'étais pas en PLS à la fin de l'entraînement, j'ai absolument pas à mettre entraînement. Après, j'étais comme ça. J'avais aucune notion, tu sais. Moi, c'était comme ça qu'on apprenait là-bas en France, tu vois. Faut se buter, hein. On faisait des fractionnés au sac à prendre sur la piste et tout. Je suis arrivé le jour du combat. Au bout d'un round, j'ai été cuit. Et à contrario, d'autres combats que j'ai préparés où j'étais beaucoup plus intelligent sur ma façon de m'entraîner, où je mettais beaucoup plus de repos. Et même si à la fin, j'étais pas en mode je suis pas cramé, tu vois, putain, c'est de la merde. Hein. Et j'ai beaucoup plus performé. J'arrivais sur le ring, je suis pas étonnant. Tu vois, moi, c'est exactement ce dernier combat-là, vendredi. Je m'entraîne toujours tous les soirs, tout le temps. Mais j'avais aussi pour habitude de m'entraîner quasiment tous les matins. Et là, je crois que c'est la préparation où je me suis entraîné le moins le matin. Donc, il y a des matins où j'allais m'entraîner un petit peu. J'allais faire juste le street workout, j'allais un peu courir ou quoi. Et sinon, le soir, j'étais là. Mais en termes de volume d'entraînement, c'est la préparation où j'ai fait le moins de nombre d'entraînements. Et c'est là où j'étais le mieux sur le ring. Je te rappelle ce que je te disais. Les doubles entraînements, c'est bon. Non, mais moi, j'ai arrêté aussi. Au bout d'un moment, quand t'es in shape, ça sert à rien de faire. T'as pas besoin de 2 entraînements. En fait, t'as besoin de 2 entraînements dans les débuts des camps où t'as besoin de perdre du poids. Genre si t'es à 8 semaines out, ou voilà, là tu commences tes premières semaines, vas-y, double entraînement, workout, tu charbonnes, Après, quand t'es pro et que tu vis que de ça, tu peux faire du double entraînement. Parce que tu peux gérer aussi. C'est ça, tu t'entraînes, tu rentres, tu dors, tu manges, tu t'entraînes le soir, tu rentres, tu dors, tu vois. Parce que nous, le problème, c'est comme on fait partie d'un programme. Notre programme, on s'entraîne 2 heures, 2h30 le soir. On va tout condenser dans le soir. Parce qu'il sait que les night boss, etc. Donc en fait, on est déjà tellement cramé que en fait, le lendemain, tu peux rien faire le matin, il faut dormir en fait. Le soir à 19h, c'est-à-dire que tu sors de ta journée, tu as fait 3 coachings, tu as été en cours, t'arrives, tu es déjà mentalement pas disponible au max. C'est ça en fait, c'est ça. Je te parle même pas de physiquement, même mentalement, tu vois. Donc s'entraîner 2 fois, le maître mot c'est s'entraîner 2 fois par jour. Pour s'entraîner 2 fois par jour, ça sert à rien. Il faut vraiment gérer. Il faut gérer. Il faut que ce soit, comme tu as dit tout à l'heure, je sais plus c'est quoi le terme que tu as utilisé. Il faut que ce soit utile entre guillemets, tu vois. Il faut réussir à bien. Le matin, tu vas travailler un truc spécifique. Que ce soit rentable, un truc spécifique. Productif. Et parce que des fois, sur une journée, sur un entraînement de 3 heures,
tu peux tout travailler. Mais des fois, même sur un entraînement de 10 minutes, mec, ça peut plus t'apporter que 2 heures, tu vois, en fait. Tu fais un 3 fois 3 minutes. À fond. Sur le tapis ou en circuit training. Ouais. Mais, ou même tu travailles un peu en rentrer, technique, tout ça ou quoi. C'est en fait genre ce qu'il faut aussi dire, parce que tu sais, on pense énormément à la partie physique, genre sensation physique du corps et tout. Donc évidemment, quand tu vas t'entraîner, par exemple le matin, ça va te prendre un peu sur ta pile physique, mais ça va aussi te prendre sur ta pile mentale. Tu vois, c'est-à-dire que le soir, peut-être que le fait de te reposer et tout, ça aura rechargé ta pile physique et aussi ta pile mentale. Mais si entre les deux, tu as une grosse journée, tu n'arrives pas à bien récupérer et tout, tu vas arriver à l'entraînement. Peut-être que physiquement, ça ira parce que tu es en shape, mais mentalement, ça met plus de temps à récupérer, tu vois. Parce qu'il faut du repos, il faut se poser un peu, déconnecter et tout. Ouais. Après, en gros effort. Laisse-moi rebondir sur un truc, c'est par exemple, tu vois, là on parle de surentraînement et tout, est-ce que vous savez détecter les signes chez vous quand vous êtes en surentraînement, est-ce que vous avez les signaux, vous savez dire, ah ben là franchement je crois que ça y est, là faut que je step back et que j'y aille un peu plus tranquille. Moi, le fait d'avoir une vie familiale, ma femme me fait vite comprendre, tu vois, genre, tu vois, ça se voit. Ok. Je vais être irritable, ouais. je vais m'énerver un peu plus facilement. Et après, c'est un entraînement aussi, je me blesse plus facilement aussi. Ouais. La dernière fois, je me suis Mais blessé. justement, pour prévenir ça, avant que ça arrive, est-ce qu'il y a des moyens de se dire, bah putain, tu sais quoi, non là, je devrais peut-être step back parce que si je pousse, je vais me blesser. Et je me regarde dans le miroir le matin, en vrai, je vois ma tronche, et au bout d'un certain moment, je le ressens. Okay. Surtout en termes fatigue mentale, c'est vraiment mental. Ouais. Physiquement, on est toujours, vu qu'on t'as toujours en douleur en fait. La boxe, c'est ça le truc. Moi, je savais jamais parce que je sais que j'étais tout le temps, putain, mes épaules, mes jambes. Genre, il y avait tout le temps un truc. La frontière, elle est compliquée parce qu'on a aussi un mental qui fait qu'on veut toujours s'entraîner, etc. Donc, pour le déceler, c'est compliqué. Mais moi, j'ai la chance d'avoir ma famille qui me voit. Okay. Tu vois, ma femme, elle me le dit, Baptiste, là, et là, donc du coup, j'ai fait une petite pause, même en plein camp d'entraînement. Okay. Tu sais que, même une fois, ce que je faisais avant quand j'étais en France, quand je préparais les championnats de France, une semaine avant mon combat, je ne faisais strictement rien. Ouais, même pas un petit run ou rien? J'arrivais pas. Putain. Impossible. Waouh, mais tu devais vraiment tout cramer en fait. Tellement mon cerveau, tellement tout était fucked up, comme on disait, je ne faisais rien. Du lundi au samedi, je ne faisais rien. Wow. Par contre, je m'étais entraîné dur, etc. Et puis souvent aussi, comme ça s'enchaînait, une semaine, Mais tu t'avais un truc, t'étais actif ou pas? Je travaille, j'ai mon taf. Ok. Et je faisais, même me faire du shadow, j'arrivais pas. Wow. Je te jure. En fait, c'est-à-dire que toute sa récupération, il l'a accumulé sur un seul truc. Wow. Et je me souviens, après mes combats, mes compétitions, il fallait surtout pas me parler de boxe. Mais impossible. Comme beaucoup de boxeurs. Mais enfin, beaucoup de boxeurs, mais aussi, t'as vu, il y a beaucoup de boxeurs, ils finissent le combat et non, ils sont à l'entraînement direct après, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut, tu vois, je répète jamais assez. Prenez une petite, je sais, mais moi j'avais du mal, je te dis ça, là, aujourd'hui je vous dis ça, je fais le malin et tout, mais j'avais du mal à prendre une semaine d'arrêt, parce qu'on est des addicts en fait, sans le sport, tu vois, mais il faut prendre minimum 3-4 jours, pas de boxe, arrête avec la boxe, regarde pas de boxe, parle pas de boxe, laisse la boxe tranquille pendant un moment. Et toi, pour revenir sur la question des signes et tout, est-ce qu'il y a des trucs? Moi je pense que j'ai 2 signes, on va dire. Ça va être quand je me regarde dans le miroir, mon regard. Quand je commençais à être en surentraînement, mon regard il commençait à être beaucoup plus fermé, beaucoup plus sombre. Genre, mais sans même le vouloir. Encore plus dark que le brin ténébreux. Le Bastien qui fait le Bouddha. Là, c'est comment on appelle ça là, les vampires là. Mais du coup, genre, en fait, sans même m'en rendre compte, mon regard il commence à se fermer de plus en plus, tu vois. Et donc ça c'est un premier signe. Et un autre signe aussi, moi j'écris tous les jours. Et en fait quand j'ai la flemme d'écrire, parce que j'ai jamais la flemme d'écrire, en fait c'est un truc qui fait partie de mon quotidien, tu vois. Et quand je vois que je commence à avoir la flemme d'écrire, c'est-à-dire que mon cerveau il est plein, et là on rentre dans la partie fatigue mentale, donc pas fatigue physique. Et là je me dis ah ouais, en vrai là faut que je lève le pied, parce que si je commence à plus avoir envie d'écrire, c'est pas bon signe, tu vois. Et du coup, je pense que là, c'est ce que j'ai vraiment compris depuis ces dernières semaines, derniers mois. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce que tu parlais de tout à l'heure. Tu as vu un autre Bastien et tout. C'est l'équilibre. L'équilibre dans tout. Dans genre l'entraînement, dans ma vie sociale, dans, tu vois, rien qu'un truc tout bête. Quand
quand j'entraîne les gens, quand tu sais, maintenant je fais du coaching de groupe en anglais et tout. J'y vais en mode ambianceur, les gens ils kiffent, tu vois. Je suis là en anglais, je suis drôle, je fais des blagues ça et tout. Et les gens ils kiffent. En fait, genre tout ça, ça contribue à mon équilibre. En fait, je vais chercher un peu des trucs partout. J'écris, je vais marcher tout seul avec ma musique. J'appelle ma famille, j'appelle mes potes, je vous vois vous. En fait, ce qu'il faut faire aussi, et ce que j'arrive bien à faire maintenant, c'est la part des choses. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, tu te chill, tu te détends et tout. Attention, détendre, ça ne veut pas dire ruiner ses chances ou quoi. Tu peux te détendre, profiter, mais en restant discipliné. Tu vois, genre tu vas au resto, t'es pas obligé de boire de l'alcool. Tu fais ci, tu fais ça. En fait, tu peux profiter, mais en restant bien. Tu vois, en genre restant un champion de ring, quoi. Sans tu restes dans le limiter thème. tes chances, voilà. Et ça, pareil, c'est un bon équilibre à prendre. Et voilà, tu vas chercher partout. Moi, je sais que écrire, ça me fait énormément de bien. J'écris un peu tous les jours et tout. Et tout ça, en fait, c'est mon package de l'équilibre. Mais je dis pas que c'est bien pour tout le monde. En tout cas, c'est le mien. Et j'ai réussi à le trouver au bout de plusieurs années. Et parce que je me connais de mieux en mieux maintenant. Et je sais ce que j'ai besoin et à quel moment j'en ai besoin. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive à être performant à l'entraînement. Je me dis, ok, on a bien rigolé, c'était cool. Maintenant, l'entraînement, vas-y, on charbonne. Yeah. Tu vois, c'est cool, c'est super. Je pense que ça va aider beaucoup de boxeurs justement. Et ça, c'est un truc que je veux revenir dessus. C'est trouver des occupations en dehors de la boxe. C'est vital en fait. Tu vois, parce que on a vite fait tu vois, on a tous vite de. Moi, c'est boxe, ma vie c'est la boxe. Tu manges, tu dors, tu vis boxe. Mais frère, si demain il se passe quoi que ce soit et que on t'enlève la boxe, t'as plus rien. Ouais. Donc c'est super important d'avoir des hobbies et des activités en dehors de la boxe. Super important aussi, c'est très difficile d'être social en tant que boxeur parce que c'est un sport, tu vois, c'est un peu, comment on appelle ça, lonely. C'est un sport individuel, solitaire, mais où on se retrouve très, égoïste, où tu te retrouves très seul parce que tu dois penser à toi. La famille, c'est la boxe d'abord. Tu vois, moi pendant longtemps, ma femme c'était, laisse-moi tranquille, c'est la boxe d'abord et après, tu vois. Et en fait, faut pas trop se perdre dans ce truc-là parce que ça peut être nocif au long terme. Et tu vois, il faut que le boxeur, comme tu as parlé, c'est très bien comment tu as parlé là, tu as dit l'équilibre, faire la part des choses. C'est les choses qu'on oublie très vite en tant que boxeur. Et même là, le fait que tu dises ça, je me rends compte en fait comment ça a joué sur toi et sur le, tu vois, ce qu'on dit, boxeur heureux, boxeur dangereux. Bah ouais, parce qu'en fait, ça, tu vois, je l'ai vécu. Et j'ai su le réajuster. Tu vois, tu sais, au bout d'un moment, tu penses que ça va pas parce que tu t'es mal entraîné. Et en fait, il faut aussi que tu prennes en compte toute la partie hors entraînement. Et curieusement, c'est pas parce que tu vas être dédié H24 à la boxe, 7 jours sur 7 à la boxe, que tu vas être plus performant. Tu seras même moins performant. Parce que tous ces moments où tu vas prendre un peu de recul et déconnecter, ça va te permettre d'avoir une meilleure intensité, une meilleure productivité à l'entraînement. Mais par contre, encore une fois, attention, 24-24, 7 jours sur 7, boxe, tout ça, ça veut dire genre mentalité boxe, dans le sens où je vais pas faire des trucs qui vont compromettre mon intégrité dans la boxe. C'est-à-dire je vais rester sérieux, une bonne hygiène de vie, mais ça va pas m'empêcher pour autant de profiter, de voir mes potes, de faire ci, de faire ça. Et puis surtout, ça va te permettre d'éviter après le crash, c'est-à-dire le burn-out. Les gars qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, 24 heures sur 24, boxe. Au bout d'un moment, une fois que les compétitions sont passées, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire. Tu fais n'importe quoi. Mais on les voit les boxeurs. Ça prend 15-20 kilos, ça va en boîte, ça prend des drogues, ça prend des trucs, tu pars en couille. Là, une fois que tu as trouvé cet équilibre, comme tu l'as dit, après c'est beaucoup plus facile derrière d'être être raisonnable parce que c'est ton hygiène de vie en général. En fait, dis-toi. Ça devient une routine en fait. C'est ça. Que tu intègres à ta vie. Dis-toi que plus tu vas aller, dis-toi que ça là, ta ligne, c'est la balance, c'est le milieu. Plus tu vas aller dans ce côté-là, dans l'extrême, tu vas t'entraîner comme un ouf pendant X mois et tout, plus la balance de l'autre côté, elle sera hardcore aussi. Tu vas faire n'importe quoi. Moi, après les Golden Gloves, quand j'étais 3 mois en préparation, en régime, en pneumonie, j'ai que des galères et tout. Mec, après, pendant peut-être 2 mois et demi, je me suis pas entraîné. J'ai pris 13 kilos.
Gros, tu me voyais tous les soirs chez Telio en train de teaser comme ça et tout. Tu vois, en fait, genre, j'étais à fond là-dedans et après, j'étais à fond là-dedans. Alors Moi, que là, je venais ici, il y avait une boîte de donuts. tout le temps, ouais. Et mec, j'avais même pas faim, je mangeais des boîtes de 12 donuts. Comment tu fais pour manger 12 donuts sans avoir faim? C'est dingue. C'est ouf. Et du coup, alors que là, j'arrive à avoir un rythme de croisière et à profiter de tout en fait. Genre, je kiffe tout ce que je fais là. Mais C'est lourd. c'est bien parce qu'il faut qu'on en parle de ça, parce que c'est vraiment, quand tu regardes tous les grands boxeurs, il y en a très très peu qui ont réussi à rester stables durant leur carrière. Tous les autres, la plupart, ça a été ça. Tu rajoutes à ça le fait qu'ils aient eu une enfance difficile, le fait que si, que truc, ça fait des traumatismes. Et comme tu l'as montré tout à l'heure, ta ligne de stabilité là, ça. Moi, il y a eu des moments pareils dans ma carrière où ça faisait des boum, 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 boum. C'était horrible. Parce qu'après, tu sais, je me disais, merde, j'ai fait le con pendant 3 mois, maintenant il va falloir que il faut être à fond. Et du coup, j'ai fait ça. Et puis après, une fois que, sur entraînement, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur entraînement, tu relâches, boum, boum. Ça, c'était ma vie. Et là où on voit que tu es intelligent, c'est que en sachant ça, avec cette expérience-là, tu as réussi à réadapter, à réajuster le tir. Maintenant, tu te connais et tu arrives à maintenir ce rythme de croisière. Et c'est pour ça que tu es performant pendant autant de temps. Tu vois, je pense que tu te rappelles quand tu es revenu à New York et tout, tu m'as dit, ouais, purée, je passe Paris depuis longtemps et tout. Je dis, gros, genre, en vrai, là, c'est mieux que si tu t'étais entraîné tous les jours dur, crois-moi. Parce que tu reviens ici, tu as 2-3 semaines avant le premier combat, tu as eu ton enfant, tu as profité, tu t'es déconnecté et tout. Mec, là, genre, toutes les piles, elles sont au max pour que tu performes, en fait. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire la part des choses et de réussir à se conscientiser, se le dire. On est tous boxeurs, à chaque fois, on se dit, putain, j'ai bien mangé pendant les fêtes, je me suis pas assez entraîné. Tu vois, t'arrives toujours, il y a toujours de toute façon, la boxe, il y a toujours du doute. T'en auras toujours. Mais la culpabilité. C'est bien d'apprendre à se connaître, comme tu l'as dit. De toute façon, c'est sur l'expérience, sur le temps. Un boxeur, c'est sur le temps qu'il va apprendre à se connaître, sur le temps qu'il va performer, etc. Ça, c'est pas tout de suite. Maintenant, tu passes par des étapes. Et du coup, regarde, aujourd'hui, tu as eu des milliers d'étapes. Aujourd'hui, tu es la version prime de toi. C'est ça. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. C'est pas la version Devil Chicken. Il a fait la transformation, Super Saiyan 2. Et il y en a malheureusement, ils vont mentalement craquer. Ils vont pas réussir à continuer. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Et puis il y en a, ils vont réussir à, justement par cette stabilité, à venir grappiller chaque fois, et avoir un mode de vie de plus en plus sain. Ah oui. Et tu vois, ça c'est un truc qui te permet aussi de t'épanouir, même en dehors de la boxe, en fait, dans ta vie en général. Genre, tu peux calquer ce modèle-là pour tout. Bien sûr. Il faut que tu arrives à trouver un équilibre un peu partout, et tout excès, c'est mauvais. Peu importe ce soit-il. Un chef d'entreprise te dirait la même chose. Bah oui. C'est l'équilibre. En fait, on peut tout lier, c'est ça, tout l'équilibre. On a parlé un moment d'un... je sais plus qu'est-ce que tu disais. Tu disais, je crois Sébastien, tu disais... ouais, souvent on est là, on pense que s'entraîner 24 et tout, plus égale moins, plus égale plus, tu vois, dans la mentalité en boxe. Ouais, plus j'en fais, plus j'ai des bénéfices. Mais en vrai, moins égale plus. Ouais. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais à un jeune amateur qui pense qu'il est en retard, il commence, il a 19, 20 ans, et il se dit, putain merde, j'ai du temps à rattraper. Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait de faire? Ok, bah déjà il faut voir ce mec-là, c'est quoi son passé dans le sport en général, voir s'il a un niveau physique et tout un peu. Mais sinon au début, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de secret, il va falloir se surentraîner. Parce qu'il faut que tu fasses ton physique, tu fasses ton mental, encore une fois. Ses limites aussi. Voilà, et travailler dessus, les réajuster. Et voilà, encore une fois, je sais pas c'est quoi son passé à ce mec. Mais là, tu arrives dans la boxe, tu as sûrement peut-être jamais reçu de droite de ta vie. C'est pas un truc, non mais tu vois, c'est pas un truc qui est instinctif. Hein. C'est quand même bizarre. Moi, on va dire, la chance que j'avais, c'est que j'étais même beaucoup trop bagarreur quand j'étais petit. Donc je suis arrivé en boxe et j'avais pas peur des coups, tu vois. Et c'était limite un truc normal d'être en opposition avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça met du temps, l'apprentissage, le fait qu'un truc tout bête, tu vois. Genre, tu prends un coup, genre 95% des gens, là tu vas dans la rue, tu fais un test, ils vont faire ça. Vas-y, on y va. Non mais genre, on va faire un caméra. Ils vont au moins cligner les yeux. Alors qu'un boxeur, mec, il cligne pas les yeux. Quand il voit un coup, il est pas comme ça à faire ça. Non, il est préparé, il est prêt à recevoir des coups.
Et ça, donc, c'est un truc qui met beaucoup de temps à développer. Le Donc, moi, sport je le plus dirais. dur au monde. Bah ouais. Donc, moi, je dirais, au début, ça va forcément être un peu du surentraînement. Et voilà, aujourd'hui, les mecs, il n'y a plus d'imbéciles. On a Internet, on a Ouais, ChatGPT. Vous savez comment, plus ou moins, commencer votre préparation. Vous êtes à un niveau où vous partez de rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas là à jouer sur un détail ou quoi. Non, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous préparer au mieux à votre niveau. Ok, laisse-moi répondre sur une question. Du coup, je vais la poser à vous deux. Baptiste, tu vas répondre en premier. Du coup, est-ce que vous connaissez vos limites? C'est-à-dire qu'on a parlé des signes de surentraînement, mais est-ce que, là, aujourd'hui, si je vous dis, ok, est-ce que tu penses que tu peux aller faire 12 rounds à fond? Est-ce que tu sais, non, en fait, en moi, j'ai 6 ou 8. Est-ce que vous connaissez ces limites-là? En vrai, je me suis toujours étonné Ouais. sur certains combats, sur certaines choses que j'ai faites. Et je pense qu'on a tous un truc, c'est impossible de les connaître. Un mec comme Bruno Suras, tu vois, qui va à Tijuana comme ça, il sait pas, boum, il met un KO. Ouais. Tu vois. Une fois, moi, quand j'ai boxé Moreno Fendero, j'avais 15 combats. Le mec en avait une centaine, numéro 3 mondial, etc. Tout le monde pensait que j'allais me faire tuer. Moi-même, le premier, je connaissais pas, je savais pas où j'en étais. Je suis arrivé, j'ai fait une masterclass. Je pense que je les connais pas encore. Okay. Parce que est-ce que tu les testes souvent? Alors je les teste quand par exemple je suis fractionné au sac. Je me dis toujours à la fin, il y a une voix dans ma tête qui me dit vas-y Baptiste, vas-y bute-toi, tu vois. Puis tu vois, c'est bien que ce soit dans la même salle parce qu'on est à côté au sac. Ouais, ça doit on a écrit, l'autre écrit. En combat, par contre, en combat, je vais être beaucoup plus sur de la gestion. Parce que j'ai compris que les coups, c'était, c'est pas rien. Je vois, il y a encore un mec qui est décédé, là, un boxeur, hier. Irish, là. Voilà, il meurt tout le temps, donc je vais pas prendre trop de risques. Bien sûr. Je vais prendre le risque quand il le faut. Mais par contre, je suis prêt à tout. C'est-à-dire que si je vois que je suis vraiment... Si t'es derrière, tu vas envoyer la sauce. Je vais envoyer la sauce. Ouais. Tu vois. Et donc du coup, le risque, les limites, il faut savoir trouver le bon moment pour les trouver, tu vois. Il y a des moments qui sont, par exemple au fractionné, je crois que c'est très bien. Okay. Quand tu es avec tes potes ou même tout seul des fois, tu fais ton fractionné, tu vas aller chercher jusqu'à, moi je me mets dans des états, tu vois, de toute façon, c'est ça que ça sert l'entraînement, c'est là que tu dois vomir et tout, c'est pas au combat. Et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai commencé la boxe, je suis rentré dans une salle de boxe, j'avais pas le choix de rentrer, mon père m'a mis à la boxe, c'était comme ça, je me faisais éclater tous les jours. Ça a duré 1 an où je rentrais tous les jours en sang, c'était pas de casse, pas de machin, c'était des boucheries. Et j'ai tellement mangé, je prenais les mecs qui me mettaient à 2 sur moi, c'était du grand n'importe quoi, tu sais, même mes premières salles c'était vraiment le ghetto, c'était n'importe quoi. Ouais. Et en fait, mec, on est prêt à tout, tu sais, on a traversé dès le début. Ah oui, y a maintenant ça nous permet d'aller au fond du ghetto, à OTX. Newark, là, les mecs, les gars, ils avaient des détecteurs de métaux pour savoir s'il y avait des gars qui rentraient avec des armes. On est 2 petits blancs becs qui arrivent là-dedans, qui sont les seuls blancs de la salle. On va se taper avec des monstres. T'es ouf, avec des mecs qu'on dit clos plus que nous. En vrai, les limites, je pense qu'on peut les repousser tous les jours. Ouais. Une fois que tu l'as fait une fois, ce que je dis à chaque fois, et tu l'as fait une seule fois, tu peux le refaire toujours. Il faut juste passer le cap, se dire, ok, un jour tu t'enlèves une barrière mentale que t'as, et après ça libère un truc. Rien que venir ici pour nous, tu vois, tout quitter, etc., ça implique quelque chose. Bah oui, et derrière, évidemment. Tu les repousses. Tu vois. On n'est pas venu ici pour boxer. Pour enfiler des paires. Voilà, pour enfiler des paires, mais c'est la vérité. Tu vois, donc là on propose OTX dans le ghetto, on y va. Ah oui, let's go. Toi, Bastien, est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu les testes? Et si tu les as testées, quand est-ce que tu les as testées? Est-ce que je connais mes limites? Non, je suis en apprentissage, mais je pense que je serai en apprentissage toute ma vie, parce qu'on évolue constamment. Mais je pense que, en fait, pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de blocages mentaux par rapport à, je sais pas, à la confiance en moi, à plein de choses, en fait. Et je me raccrochais, du coup, en fait, à mes limites physiques. Je savais que physiquement, je le savais que j'étais au-dessus de la norme, tu vois. Je le savais dès mon premier entraîneur. On faisait des trucs de fou, tous les autres ils galéraient et moi genre je sais pas, c'était un truc en moi inné où genre j'arrivais à faire des trucs de fou, tu vois, genre tu montes des cordes avec des GLC de 20 kilos, tout ça et tout, les autres ils galéraient et moi genre je galérais aussi, je vais pas mytho, mais j'arrivais quand même plus à le faire. Et puis après sur tous les trucs genre cardio machin et tout, je voyais que j'avais une très bonne base physique. Et là donc le fait d'avoir monté de catégorie, je me sens encore mieux. Mais là où je m'étonne de plus en plus, en fait, c'est quand maintenant je prends du recul et je vois tout ce que j'ai pu traverser, ce que j'ai pu faire, c'est mes limites mentales. J'ai l'impression que je les repousse de plus en plus parce que en vrai, là, avec tout ce que j'ai fait,
genre, je sais pas combien de personnes auraient continué. Déjà, la rédemption après prendre un KO, tu vois, moi, j'ai jamais vu ça ou jamais vécu ça. Genre, t'es la première personne que je connais de près qui me fait un truc comme ça, tu vois, qui prend un KO, tac et tout, c'est difficile. De toute façon, la défaite, en général, est difficile, mais se faire un KO et revenir de la façon dont tu reviens avec encore plus la dalle. Ouais, j'avoue que là, tu mets le niveau sur, tu vois, sur... non, là, et surtout les étapes par lesquelles t'es passé, moi, je les ai vécues de près. Ouais, il n'y a pas eu que ça, tu vois, il y a eu ça, mais il y a eu tellement d'enchaînements, le taf, etc. Dans la vie privée, non, mais dans la vie privée, il y a eu tous ces trucs dans la vie privée aussi, qui t'ont, mentalement, tu peux que... Si t'arrives à traverser ça, tu craques pas. S'il y a des mecs qui sont dans la folie, il y a des mecs qui sont tombés dans la folie. C'est ça, tu vois, genre, c'est... Avec ton régime, là, tu étais là, à chaque... Aujourd'hui, il y a mon chien qui est mort, aujourd'hui, machin, aujourd'hui, il y a ça, tu vois. Toujours un truc, je regardais, je dis, mais putain, défi mental, tu vois, j'avais toujours, on va dire, genre, deux choix, c'est continuer, essayer de continuer en tout cas, ou abandonner, quoi. Sauf qu'en fait, abandonner, j'y pense même pas. Ça veut dire que du coup, tu prends sur toi, tu passes ce problème. Sur le moment, c'est dur, ça te laisse des séquelles, évidemment. Moi, il y a des trucs qui m'ont traumatisé et que j'ai vécu ici, tu vois. Mais après, quelques semaines, quelques mois après, tu vois un peu tous les points de force que ça t'a apporté, tu vois. Et après, il faut être aussi intelligent dans cette motivation-là et juste pas aller tête baissée, c'est bon, je suis un dur, j'abandonne pas. Non, mec, essaye de comprendre ce qui n'a pas été. Et box or box, tu vois, genre, il y a un an, tu m'aurais parlé de prendre un prépa mental, je dis mais tu me parles de quoi, gros, mentalement je suis fort. Genre, c'est ça que je t'avais répondu. La première interview, quand je te disais... sinon t'es résilient, mais... Genre il s'était vexé. Il s'était vexé, mais en fait, si j'avais pas été honnête avec toi, peut-être que t'en ne serais pas là, mais parce que c'est important en fait. Non, c'était bien. Tu t'es mis en question, t'as accepté la critique. Et t'as pris les choses en main et t'as fait les choses nécessaires pour arriver là où t'en es aujourd'hui. Et ça, ça me fait rebondir sur un autre sujet, la communication coach-boxeur, même si je suis pas directement ton coach, et la communication boxeur-coach. Parce que t'as vu, en tant que boxeur, c'est difficile de parler avec son coach. C'est difficile surtout de en plus dire, quand c'est pas dans ta langue, encore plus. C'est ça. Mais en général, de façon générale, universellement, les coachs, ils sont sensibles. Mais les boxeurs, enfin, tu vois, toi, t'en es la preuve. Les boxeurs aussi, ils sont sensibles. Oui. T'as vu quand je t'ai dit le truc, non, moi, je suis fort mentalement. Et pendant une semaine, t'étais en mode boudin. Mais ouais, comment ça, ils pensent que je suis pas fort mentalement? Je pense que si t'avais eu une voiture, j'aurais été de crever les pneus. Dis après, tu parles plus, vas-y, lui. Non, mais voilà, tu vois. Mais tu vois, on est tous, en fait, tu vois, les coachs sont sensibles, mais les boxeurs aussi. Des gros gamins. Et en fait, justement, tu vois, bon, on va pas citer les exemples maintenant parce que vous êtes avec un coach, franchement, il est là tous les jours et tout, il vous met bien de ouf. Et il a des bonnes qualités et voilà, j'ai l'impression que de façon générale, ça se passe bien. Mais de temps en temps, on a des petits problèmes de communication. Est-ce qu'il y a des exemples que vous voulez citer, que ce soit avec vos coachs à l'ancienne, peut-être un petit peu ici, il ne faut pas trop dévoiler non plus, parce que vous êtes en compétition, mais est-ce qu'il y a des choses où c'est difficile justement d'approcher vos coachs? Et parce que moi, je me rappelle, nous, c'était carrément une galère, je donnerai mes exemples après, mais est-ce que vous avez des exemples où justement vous avez réussi à faire passer un message au coach, il a entendu, et il a pris les choses en compte et fait les choses nécessaires pour changer? C'est toujours compliqué parce que, comme tu l'as dit, les coachs, souvent, c'est des mecs qui ont roulé leur boss, comme on dit. Nous, on est des petits cons pour eux. Tu vois, comme ça, ils disaient, il veut quoi, les deux petits merdeux, là, ils vont pas m'apprendre mon métier. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que nous, on a cette vision très jeune, récente de la boxe, etc., avec les nouveaux codes, qu'on essaie parfois on laisse passer des messages aux coachs, etc. Lui, il a l'ancienne, un peu old school, donc c'est un peu compliqué. Après, bon, voilà, c'est coach, on ferme nos bouches et puis on continue. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois pour la compréhension, etc. Mais voilà, c'est comme ça, c'est toujours pareil. De toute façon, dans toutes les salles. Est-ce qu'il y a eu des coachs à l'ancienne où c'était plus facile de communiquer ou c'était pareil? Ah non, c'était pareil, c'était pire. Ouais. Ah ouais, non. Moi, juste, ils voyaient que j'allais se parer dans une autre salle. Ouais. Donc ça, c'est un classique après. Il y avait ce truc-là. Ouais. Il y avait c'était des schémas types, genre t'es droitier, droitier, donc tu boxes en droitier alors que j'ai toujours boxé en gaucher. Monte tes mains comme ça, il me demandait de me mettre comme ça, d'avancer. J'essayais de lui faire comprendre, ça marche pas. Ça passe pas. Mon tout premier coach, lui, il a compris parce qu'il voyait que je gagnais. Il s'est dit bon, allez, on va le laisser. Mais il y a des coachs avec qui c'était un peu plus compliqué.
est-ce que, bon, même si tu n'as pas été successful entre guillemets, est-ce que tu aurais des astuces à donner justement à des jeunes boxeurs qui se retrouvent un peu coincés et qui voudraient dire à leur coach quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Écoute, il faut... Oui, coach. Oui, coach. Ah, ok, super, coach. Et voilà, tu les brosses dans le sens du poil. Okay. Et puis tu essaies de faire passer le truc. Okay. Après, si vraiment tu rentres dans un dialogue de sourds et que le gars, il est borné, moi, je dirais qu'il faut bouger. Ouais. Je dirais qu'il faut bouger, il ne faut pas perdre son temps. Après, souvent, il faut s'en référer au coach quand même. Bah ouais. Le mec, il a plus d'expérience que toi, Bien etc. Mais si tu vois que tu stagnes en termes de niveau, que tu écoutes tout ce que ton coach te dit et que depuis des années que ça marche pas, là, il faut bouger. Faut se ouais. Okay. Ouais. Bah, le coach, il doit se remettre en question de temps en temps, tu vois. Pas que le boxeur. C'est super important. Ouais. Mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Bastien, entre deux cookies, est-ce que tu as eu des expériences? Bon, toi, on sait que tu as eu, mais toi, tu as eu des... En fait, toi, on en a parlé dans les... Vous voulez tout savoir sur les expériences qu'il a eues avec son ancien coach? Allez voir le dernier podcast. Oublie tout ce qu'on a dit sur le dernier podcast. Est-ce qu'il y a eu des situations avec d'autres coachs? Que le premier? Ouais, où tu as eu des complications à communiquer. Par exemple, quand tu es venu ici et que je t'ai envoyé à Cops and Kids, est-ce qu'il y avait eu des... Comment ça se passait en termes de communication? Mec, ça faisait des... comme ça, genre tout le temps, je voyais que des signes de tête. J'arrive là-bas, petit français. Ouais. Mec, personne me disait bonjour au début. Ah ouais, je me rappelle. Personne me disait bonjour au début. Genre, j'ai été solo à la salle. Je me suis entraîné là-bas pendant 8 mois. J'allais solo. Personne me disait bonjour. Et c'est un jour, j'ai cassé la gueule à un Mexicain, un pro. Genre vraiment, je lui ai cassé la gueule, gros. Tu vois. Et depuis, genre le lendemain, je suis revenu. On me serre la main. Ça fait petit à petit, tu gagnes le respect, tu vois. Mais là-bas, j'ai eu absolument aucun rapport avec aucun coach. En fait. Ouais, même Sosa, André, tout ça. Sosa, il m'a pris une fois au pas d'ours. Ouais. Mais c'est tout. Genre 2 rounds, tout ça. Mais André, il avait l'air quand même un petit peu une jauge avec toi. Tu connais André, gros. C'est que du parler. En fait, c'est un mec qui va te brosser dans le sens du poil. C'est un mec qui sait qu'il a un nom, tout ça. Et du coup, genre, il va faire en sorte que le boxeur il dise oh, purée, André Rosier, genre, je l'intéresse, tout ça. Il a dit ça, machin et tout. Mais c'est que de la merde, en vrai de vrai. Maintenant, je me rends compte. Donc, du coup, non, en vrai, j'ai pas eu vraiment de rapport là-bas. Avec les coachs. Je trouve que le Cops and Kids, c'est un peu l'usine, hein. C'est-à-dire que tu vas, tu montes, on need the strong survive, voilà. Tu vois. Là-bas, c'est ça. Et ça. Si tu fais partie des strong, ils vont te donner de l'attention, tu vois. Ouais, ils perdent pas de temps là-bas. C'est ça, c'est marche ou crève, et c'est surtout, voilà, comme on dit, la loi du plus fort. C'est ça. Moi, quand j'étais arrivé justement dans l'équipe André Rosier, tu vois, c'était à l'époque, on était à G-Mex. Ouais. Moi, j'étais comme toi quand t'es arrivé, mais moi, c'était plus en la fin de ma carrière. Parce que quand on est arrivé, on était super encadré et tout. Hein. Mais sur la fin de ma carrière, j'étais solo, tu vois. Donc, j'allais dans les salles, tac, tac, tac. Et ma stratégie, c'était, tu sais quoi, je vais aller chez André et me faire signer et avoir des fights. Mais gros, pendant pareil, 1 mois, 2 mois, il me calculait pas, tu vois. Jusqu'à ce que tu fasses tes preuves. Tu spares, tu casses des bouches. Et en vrai, franchement, André, bizarrement, même si bon, c'est pas un coach de ouf, tu vois, c'est un bon coach, mais on n'avait aucun problème de communication. Ouais. Tu vois, genre quand il me faisait faire des trucs, j'aimais pas, je disais ah non, tu vois, ça c'est pas trop moi tout ça, il me laissait faire un peu mes trucs et il m'entraînait ou il m'envoyait avec Terence qui était plus pour les gauchers. Ouais, mais c'était ta période où t'étais sauvage aussi. Tu vois, c'était compliqué, il parlait pas le langage et tout et tout. Ouais. Par contre, un coach qui était putain de borné et genre impossible de parler, c'était, je sais pas si vous connaissez, Gary Spark. Ouais. Gary Spark, c'est le coach de Marcus Brown. Ouais. Insupportable. Genre, lui, il te fait faire son truc à lui, qui fait à tous les fighters. C'est un mec de Staten Island, c'est ça. Il est là-bas, c'est la streetzer, c'est ça. Il est là, si tu vas pas en son sens, ouais, mais tu comprends rien, gros, t'es nul. Tu vois, genre, impossible à communiquer. Et l'astuce que j'avais eue avec lui, c'était de me barrer, en fait. C'était de pas confondre. C'était de me barrer. Attends, est-ce que ça continue de finir? Ouais, ça continue, je suis allé voir. Mais juste, attends, alors, finis peut-être si tu parles de ce sujet-là. Ouais, j'ai encore un dernier truc à dire. Moi, genre notre coach qui nous a, aux États-Unis, là, qui nous a pris soin la plupart de nos combats et tout, Simon, du début à la fin de ma carrière pro, entre guillemets, c'était le coach le plus difficile à communiquer. C'est-à-dire que il va te faire son truc parce qu'il connaît. Tu vois, lui, le truc qu'il y avait, c'est que lui, il savait de quoi il parlait. C'est-à-dire que c'était pas, il fait du bullshit. Des fois, il va te faire des dingueries, genre physiquement et tout.
mais c'est pour ton mental, Zarma, c'est pour ton bien et tout. C'est-à-dire que t'es surentraîné, il t'écoute pas en fait. Oui. Et en fait, il fallait faire des petits trucs, des astuces. Hein. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vois, nous, on était 3 boxeurs. Bon, et on se rejoignait, on se faisait, qu'on appelle ça, conspiracy, tu vois, genre des complots, ok les gars, on va faire comme ça et on va lui dire ça. Et en fait, tu vois, le coach, 1, ils sont sensibles, 2, ils sont fiers, qui vont pas t'écouter, tu vois, ils vont faire leur truc. Mais il nous entendait en fait. C'est-à-dire qu'il l'écoute pas, mais il entend. Et un jour, de nulle part, il te fait faire le truc que tu as dit qu'il fallait que tu fasses. Ouais, mais il veut pas avouer directement qu'il a eu ça. Jamais de la vie, gros. Ouais, mon premier coach, c'était ça. C'est ça. Jamais de la vie, il admettra, c'était son idée, ça vient d'eux. Ouais. Non, c'est moi, parce qu'il veut être le master. Exactement mon premier coach. Ils veulent être les maestros, c'est comme ça. Et donc, ouais, voilà. Les astuces, les gars, c'est déjà, dans un premier temps, mettez-vous ensemble pour essayer de parler au coach, parce que tout seul, c'est impossible, tu vois. Mais si il y a une personne, 2 personnes, 3, là, comme peut-être ils écoutent. On est en train de mettre dedans aussi. Tu voulais rebondir sur quelque chose? Oui, un truc où, par exemple, moi, j'ai réussi à parler au coach actuel. Donc, le coach actuel, déjà, il faut un peu mettre le contexte. C'est un mec donc, qui a été coach USA Boxing et tout. Un vétéran de l'armée qui est assez quand même respecté dans le milieu donc, de la boxe, de l'armée évidemment. Donc voilà, tu pars déjà avec ce background-là, qui est coach dans un club aussi prestigieux que le Nayak, tout ça, où genre il y a tous les riches qui sont là, qui viennent de serrer la main et tout. Donc tu pars déjà là-dedans, toi tu arrives, tu es un petit français, tu parles à peine anglais et tout, donc déjà tu pars pas dans la meilleure des positions. Mais là où j'ai vu que finalement ce coach, et c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup d'estime pour ce coach, il était malgré tout intelligent, c'est que un moment je me suis posé avec lui, tu vois, genre moi j'ai toujours voulu faire ça, c'est-à-dire que si, et avec n'importe qui, que ce soit avec toi, mec, moi si j'ai un truc qui va pas, voilà, je vais te parler et je vais pas laisser grandir ce truc en moi, tu vois. Et un jour je me suis posé à la fin de l'entraînement avec le coach et tout, et voilà, je lui ai expliqué que il fallait que pour essayer de développer mes réseaux, trouver des sponsors et tout, j'avais besoin de faire tel et tel type de contenu, que voilà, j'étais pas forcément fan de ce truc-là, mais j'ai pas le choix, il faut que j'avance avec mon temps et tout. Le coach, mec, il a un Nokia B3310, gros, tu lui parles même pas de. Connor, quand t'avais Connor McGregor qui est venu. Seigneur, allez là, on avait une photo avec Connor. La photo en Nokia, gros. Et bref, donc tu vois, c'est pas du tout un mec qui est calé là-dedans. Et il aurait pu faire le mec en mode qui connaissait, qui dit ouais, non, il n'y a pas besoin de ça et tout. Il a avoué qu'il était totalement dépassé par le sujet. Il m'a dit écoute, si c'est comme ça que ça marche maintenant, vas-y, je te fais confiance, fais tes trucs. Si tu as besoin de faire des vidéos, tu peux le faire. Le mieux, c'est que tu peux faire avant ou après l'entraînement pour pas que ça perturbe l'entraînement. Mais des fois, si tu as besoin qu'il faut filmer ou quoi, tu peux poser ton pied, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Des fois, moi, je peux te filmer et tout. C'est cool. Donc, ça déchire. Ça, c'est un grand pas pour le oui, on ne peut pas dire qu'on est un coach parfait. Mais non, non, franchement, ouais. À ce niveau-là, pour le prix qu'il est payé au Nayak. Et en plus, il nous aime. Franchement, ça se voit. Il est toujours. Non, vous êtes. il vous a à la bonne, tu vois. Parce que vous l'avez fait aussi, tu vois. On est là, on est toujours sérieux. On lui ramène des résultats à chaque fois et je pense qu'on peut construire quelque chose. Après, évidemment, il va falloir qu'on discute, comme tu as dit. Hein. Il va falloir qu'on arrive à faire passer des messages. Clairement. Qu'on essaie, là, on est en train de corrompre Mats. Ah, mais de toute façon, en fait, dans tous les aspects de votre vie, dans n'importe quelle relation humaine, la base, la fondation, le truc le plus solide et avec lequel après tu peux évoluer et bâtir dessus, c'est la confiance. C'est ça. C'est la confiance. À partir du moment où tu donnes ta confiance à quelqu'un et tu arrives à gagner la confiance de la personne, mec, il faut que tu sois digne, que tu sois loyal et que tu sois reconnaissant de ça. C'est la parole. Voilà. Et en fait, il faut que tu montres que, ok, t'es un mec, tu dis ça, tu le fais. Tout ça. Et en fait, tout ça, même si des fois ça part en conflit, ça permet de bâtir et de progresser dans ce que tu veux construire avec la personne. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi, dès que j'ai un truc à dire au coach ou quoi, et des fois le coach, mec, il m'énerve, tu vois, et je sais que je l'énerve aussi, le coach, des fois, tu vois. C'est ouf. Je sais que je l'énerve. En fait, il est grave gentil. Mais il dit, genre, ça se voit, il prend sur Bien sûr, mais en fait, parce que il y a aussi maintenant. Il aurait déjà tué Omar depuis longtemps. Non, mais il y a. Je crois, Bastien, il lui casse les couilles aussi. Bien sûr, mais je sais qu'aussi, mais en fait, il y a aussi ce truc-là maintenant qui fait que j'ai un peu, je pense, avec Baptiste, on a un peu cette place, entre guillemets, de privilégié, parce qu'on a su lui montrer que
on était loyaux, on était dignes. On discute jamais. Hein. Ouais, c'est il clair. me dit un truc, ok, coach. Même si sur les PAO, il y a des trucs que j'aimais pas, ça me saoulait. Ok, bah, je me concentre dessus, je dis machin. Et voilà, de toute façon, on a que ça à faire. Et c'est comme ça que s'il y a un truc qui va pas, on va lui dire, avec la forme évidemment, mais on va lui dire, et tout ça, ça permet que en fait, tu vois, genre, je lisais un livre que Clément, big up Clément, mon gars, Bossuet, comment se faire des amis. Ok. Je fais une correction, ça s'appelle en anglais comment, how to influence people, et en fait, comment influencer les gens et faire un bon cercle en gros, tu vois, parce que comment se faire des amis, ça fait vraiment mesquin. Voilà. Ah oui, voilà, c'est vrai que le titre il est éclaté. Comment t'as dit ça? Ouais. Comment se faire des amis en mode, genre, je sais pas, parler aux gens quoi. Et en fait, dans ce livre-là, donc il donne plusieurs méthodes, on va dire. Mais tu vois, en fait, il dit un truc qui est très vrai. C'est-à-dire que peu importe à qui tu parles, peu importe les relations que tu as, la personne, elle pensera toujours à son intérêt à elle, à sa raison à elle et tout. Et en fait, il faut juste que tu arrives à faire en sorte que la personne, elle soit prête à se remettre en question. Mais du coup, pour qu'elle se remette en question, tu vas pas directement arriver et lui dire un truc agressif. Ouais, fais ça, machin. Non, ça va pas marcher. Ouais, ça va casser. Non, il faut que tu crées quelque chose avec lui. Tu te poses, tu crées une relation un peu avec la personne. Et puis après, il faut aussi que, genre, je sais pas, un exemple, tu vas dire tout ce qui va bien et tout pour que genre ça baisse un peu la garde et que la personne soit enclin ensuite à réfléchir et à se remettre en question. Parce que si tu commences directement à rentrer dans le truc qui va pas, mec, elle va se braquer. C'est ça. Ouais. Elle va se braquer et même si peut-être au fond d'elle, elle sait que tu as raison, c'est mort. Tu lui feras sortir aucun mot. C'est mort. Moi, je passe par des stratagèmes, entre guillemets, comme je parle l'anglais. De manière très approximative, beaucoup moins bien que toi. Je fais genre des moments que je comprends pas. Coach, il me regarde moi. Après, il est à lui à dire. Même moi, genre. Lui, il s'est boxé, mais il est teubé. Des fois, c'est ça qui se dit. Il me dit des trucs, genre il me casse les couilles, il fait genre que je comprends pas, tu vois. Alors que c'est très bien que mon niveau d'anglais, maintenant, je suis en mesure. Tu peux plus douiller. Non, mais je le fais encore, tu vois. Mais je pense qu'il capte que je fais exprès, mais vas-y, ça passe. Voilà, tu vois, moi je passe là-dessus. Il se dit, bon, il est gentil, Baptiste, il écoute. C'est un bon gars. Il boxe bien. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour. Franchement, on a parlé de pas mal. On parle alors les points clés, l'équilibre. On a parlé de l'équilibre. C'était franchement Bastien, il a fait une masterclass sur l'équilibre. Là, j'ai bien kiffé. Les gars, tout ce que j'ai écrit, je l'ai ressorti là. Non, t'es super articulé. Il y a un truc de la maturité. Il y a un truc qui s'est passé. Même les gens. Contactez Benjamin, prépa mentale. Même les gens les gens qui ont suivi le podcast, à mon avis, ils voient la diff. Et non, c'est lourd de ouf. Et écoute, merci à vous les gars. On vous invite à aller suivre leur prochain fight parce qu'ils sont Golden Glove, une des compétitions les plus importantes de leur carrière en vrai, tu vois. Pour la suite, c'est super important qu'ils fassent des résultats. S'il y a des sponsors qui écoutent, qui regardent, Baptiste, laisse-le tranquille. Bastien, ça y est, j'en ai pas assez les gars, j'en ai pas assez. Bastien, il a besoin de sponsors. Là. J'ai un enfant de mourir. Mais non, mais pour les deux, ils sont à la recherche de sponsors, donc voilà, n'hésitez pas à aller, on mettra tous leurs contacts et tout. Allez les trouver et puis voilà, merci d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à donner votre feedback dans les commentaires. En termes de son, image, sujet, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et voilà les gars. Merci Fred. Et puis voilà, vous nous dites ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié dans les commentaires. Ciao. Salut la team. Super. Génial.